il a plus les stigmates de la star que moi, en fait. Isabelle Boulay s'est enfin décidée à parler. Face aux journalistes, les mains légèrement tremblantes, la voix fragile mais déterminée, elle a laissé tomber une phrase qui a glacé la pièce. « Je me suis tue pendant 9 ans. 9 ans à m'éteindre. » À cet instant, l'image d'une artiste forte, presque intouchable, s'est fissurée. Car pour le public, Isabelle Boulay était cette voix chaleureuse venue de la rue de Gaspésie, une femme capable de transformer chaque blessure en lumière sur scène. On l'imaginait solide, invincible. Et pourtant, derrière les projecteurs et les applaudissements, une autre histoire se déroulait, silencieuse, presque invisible. Pendant près d'une décennie, la chanteuse avait appris à sourire sur les tapis rouges, à répondre poliment aux interviews, à esquiver les questions trop personnelles. On croyait à de la pudeur. En réalité, c'était une armure, une manière de survivre. Ce qui frappe dans son récit, ce n'est pas seulement la douleur, mais la façon insidieuse dont elle s'est installée. Pas de scandale retentissant, pas de drame spectaculaire, juste une lente érosion, faite de silence, de regard, d'attente. Une vie où chaque geste est pesé, où chaque mot peut être interprété. Une vie où l'on finit par s'effacer sans bruit. Et c'est précisément cette disparition intérieure qui rend son témoignage si bouleversant. Quand Isabelle Boulay décide enfin de briser le silence, ce n'est ni pour accuser, ni pour se venger. Elle cherche simplement à respirer à nouveau, à redevenir cette femme libre qui chantait autrefois pour ne pas se noyer. Pour comprendre ce moment, il faut remonter loin en arrière. Bien avant les salles pleines et les tournées triomphales, Isabelle était une enfant rousse de Gaspésie qui grandissait dans un univers rude, balayé par le vent et les hivers interminables. Dans ces paysages où l'on parle peu, on apprend surtout à tenir bon. Sa mère, discrète et solide, maintenait le foyer comme un phare dans la tempête. Son père, souvent absent, travaillait dur pour nourrir la famille. Entre les deux, la petite Isabelle grandissait avec une conviction presque brutale. Pour exister, il faut mériter sa place. Alors elle chantait, pour combler les silences, pour attirer un regard. À 6 ans, debout sur une chaise, une brosse à cheveux en guise de micro, elle imaginait déjà un public attentif. À 12 ans, elle comprenait que sa voix pouvait devenir sa porte de sortie. Et à 18 ans, elle quittait sa terre natale avec un sac de vêtements et un rêve immense, direction Montréal. Les débuts furent rudes, les nuits étaient froides, les refus nombreux, mais Isabelle tenait bon. « Je me suis jetée dans la musique comme on se jette à la mer », dira-t-elle plus tard. Et cette image résume tout. Cette ténacité, cette sensibilité profonde feront d'elle une artiste à part. Quand elle interprète les chansons de Édith Piaf, de Diane Dufresne ou de Charles Aznavour, elle ne les imite pas, elle les comprend. Parce que, comme eux, elle sait que les cicatrices donnent parfois aux voix leur plus grande vérité. Mais cette force intérieure a aussi un revers. Isabelle a appris à supporter, à encaisser, à ne jamais se plaindre. Une qualité admirable sur scène, qui peut devenir un piège dans la vie intime. Car lorsque la célébrité arrive, notamment grâce au succès de Starmania, elle croit peut-être avoir laissé derrière elle ses vieux démons. Pourtant, certaines blessures restent tapies dans l'ombre. La peur de déplaire, la tendance à s'effacer, l'habitude de pardonner trop longtemps. C'est dans cette zone fragile que commence son histoire avec Éric Dupond-Moretti. Au début, tout semble parfait. La chanteuse sensible et l'avocat flamboyant, 2 univers opposés mais fascinés l'un par l'autre. Leur couple fait rêver. Passion, admiration, complémentarité. Le roman semble idéal. Mais comme souvent, les fissures apparaissent lentement. Au fil des années, de petites phrases s'installent. Rien de brutal, rien d'évident. Un conseil apparemment bienveillant, une remarque sur une robe, une interview à éviter, un événement à annuler. Isolées, ces paroles paraissent anodines, mais répétées, elles finissent par tisser une toile invisible. Les proches remarquent un changement. Isabelle devient plus discrète, plus prudente. Elle parle moins, rit moins. Elle qui aimait l'imprévu commence à calculer ses gestes, à mesurer ses mots. Pas par peur physique, non, mais par cette tension permanente d'être observée, évaluée. Elle se surprend parfois à s'excuser pour un retard de quelques minutes, pour un rire trop fort, pour exister un peu trop. Et plus elle brille sur scène, plus elle se sent diminuée dans l'intimité. Puis vient cette nuit d'hiver à Paris. Une nuit silencieuse, presque banale, mais décisive. Un dîner, quelques mots échangés, puis une remarque sèche. « Tu ne comprends jamais vraiment ce que je vis. » Une phrase simple. Pourtant, ce soir-là, quelque chose se brise. Pas un éclat spectaculaire, mais une fracture intérieure irréversible. Isabelle pose ses mains sur la table.
Elle ne crie pas. Elle ne pleure pas. Elle se lève simplement. Dans le miroir du couloir, elle aperçoit un visage fatigué, qu'elle reconnaît à peine. Alors elle prépare un petit sac, quelques vêtements, une photo de son fils, un carnet de chansons. Quand on lui demande où elle va, elle répond doucement « Je vais respirer ». La porte se referme derrière elle. Dans la rue glaciale de Paris, l'air froid lui brûle le visage. Mais pour la première fois depuis longtemps, ses poumons se remplissent vraiment. Elle marche sans savoir où aller. Chaque pas la rapproche d'elle-même. Quelques semaines plus tard, la séparation est officialisée. Puis vient ce moment inattendu, l'entretien télévisé qui bouleverse la France. Assise dans un décor sobre, presque sans maquillage, Isabelle répond à une question simple. Pourquoi parler maintenant ? Sa réponse tombe comme un coup épais. Parce que je ne veux plus vivre dans la peur. Pendant près d'une heure, elle raconte. Sans accusation, sans détails humiliants. Juste la description d'un mécanisme lent. L'effacement progressif d'une femme qui avait trop longtemps essayé d'adapter son âme à un monde qui n'était plus le sien. Et soudain, son histoire dépasse la sienne. Des milliers de femmes se reconnaissent dans ses mots. Sur les réseaux, les messages affluent. Je suis Isabelle. Curieusement, cette tempête médiatique ne l'écrase pas. Elle la libère. Dans les semaines suivantes, Isabelle retourne en studio. Mais quelque chose a changé. Sa musique devient plus dépouillée, plus intime. Un piano, une guitare, une voix nue. Les chansons parlent de mer, de lumière, de reconstruction. Les critiques sont unanimes. Jamais elle n'a semblé aussi vraie. Finalement, Isabelle choisit de rentrer chez elle, au Québec, entre Montréal et la Gaspésie. Là-bas, dans une maison simple entourée de neige et de silence, elle retrouve l'essentiel. Un café chaud, une promenade lente, le rire de son fils. « Ma plus belle chanson », dit-elle. Aujourd'hui, son visage porte encore les traces du passé, mais aussi l'éclat de la liberté retrouvée. Elle n'accuse personne, elle avance. Doucement, mais avec une sérénité nouvelle. Peut-être est-ce là sa plus grande victoire. Ne pas avoir transformé la douleur en rancœur, mais en chemin. Lorsque Isabelle Boulay décide de reprendre la parole après cette confession qui a bouleversé l'opinion publique, quelque chose a définitivement changé dans son regard. Ceux qui la rencontrent à cette période parlent d'une femme à la fois apaisée et encore traversée par une fatigue ancienne. Une fatigue qui ne vient pas seulement des événements récents, mais d'années passées à porter un poids invisible. Pourtant, dans sa manière de s'exprimer, une nouvelle fermeté apparaît. Comme si, pour la première fois depuis longtemps, chaque mot était choisi non pas pour protéger quelqu'un d'autre, mais pour rester fidèle à elle-même. Dans les semaines qui suivent cette fameuse interview, les plateaux de télévision et les journaux s'emparent de son témoignage. Les analyses se multiplient, les débats aussi. Certains parlent de courage, d'autres de mise à nu. Beaucoup s'interrogent. Comment une artiste aussi forte, aussi admirée, a-t-elle pu se retrouver enfermée dans une relation qui l'étouffait lentement ? Mais la question la plus troublante est peut-être ailleurs. Car si cela peut arriver à une femme aussi indépendante, aussi respectée, combien d'histoires semblables restent encore invisibles ? Isabelle, elle, refuse de transformer son histoire en bataille publique. Elle ne répond pas aux polémiques. Elle ne commente pas les interprétations. Lorsqu'on lui demande si elle regrette d'avoir parlé, elle répond simplement que le silence lui coûtait plus cher que la vérité. Cette phrase, presque simple, résume tout un chemin intérieur. Pendant longtemps, elle a cru que la discrétion était une preuve d'amour, une forme de loyauté. Aujourd'hui, elle comprend que le silence peut aussi devenir une prison. Et c'est précisément cette prise de conscience qui transforme sa manière de créer. Dans les studios d'enregistrement, les musiciens qui travaillent avec elle remarquent immédiatement la différence. Avant, Isabelle arrivait souvent avec des orchestrations très construites, presque cinématographiques. Désormais, elle préfère l'essentiel. Un piano, une guitare, parfois même seulement sa voix, comme si chaque note devait respirer. Certains soirs, elle s'installe seule près d'une fenêtre, un carnet ouvert sur les genoux. Dehors, l'hiver québécois étire son silence immense. Elle écrit lentement. Les mots ne viennent pas toujours facilement. Il lui arrive de s'arrêter longtemps, de regarder la neige tomber sans écrire une seule ligne. Mais ce silence-là n'a plus rien d'oppressant. Au contraire, il devient un espace où les souvenirs peuvent enfin apparaître sans être repoussés. Parfois, ces souvenirs remontent avec une précision inattendue. Une conversation oubliée, un regard, une sensation de malaise qu'elle avait autrefois balayée d'un geste. Elle réalise alors combien les signaux étaient là, dispersés dans le temps, presque imperceptibles. Une remarque qui semblait anodine, une décision prise à sa place, une soirée annulée parce que ce n'était pas le bon moment.
Rien de spectaculaire, rien qui puisse alerter immédiatement. Mais une accumulation lente, presque invisible. Ce qui frappe aujourd'hui ceux qui écoutent ces nouvelles chansons, c'est la manière dont elle parle de cette transformation. Elle ne décrit pas seulement la rupture, elle raconte surtout l'effacement progressif d'une identité. Comment une femme habituée à remplir des salles entières peut, peu à peu, se sentir rétrécir dans sa propre vie. Comment l'admiration du public peut coexister avec un doute intime qui grandit. Et c'est là que son témoignage prend une dimension universelle. Parce qu'au fond, beaucoup de femmes reconnaissent ce mécanisme, cette manière subtile dont certaines relations finissent par réduire l'espace vital de l'autre, non pas par violence évidente, mais par une succession de petites concessions. On renonce à un projet, on modifie un comportement, on évite un sujet, on s'adapte. Au début, cela ressemble à un compromis amoureux. Puis, sans qu'on s'en rende compte, cela devient une habitude. Dans le cas d'Isabelle Boulay, cette adaptation était presque naturelle. Depuis l'enfance, elle avait appris à ne pas déranger, à être forte, à encaisser. Cette capacité à absorber les tensions avait longtemps été une force dans sa carrière. Sur scène, elle pouvait transformer la douleur en émotion pure. Mais dans la vie privée, cette même qualité l'a parfois poussée à tolérer plus longtemps qu'elle ne l'aurait dû. Quand elle repense aujourd'hui à ses années passées entre Paris et ses tournées, elle parle souvent d'un contraste étrange. Sur scène, elle se sentait pleinement vivante. Les lumières, les applaudissements, la musique, tout cela lui donnait l'impression d'exister pleinement. Mais une fois les rideaux refermés, une autre réalité reprenait sa place. Une réalité plus silencieuse, plus complexe. Les musiciens qui l'accompagnaient se souviennent parfois de ces moments après les concerts. Isabelle restait longtemps assise dans la loge, encore maquillée, le regard perdu. Quand quelqu'un lui demandait si tout allait bien, elle répondait toujours oui avec un sourire rassurant. Personne n'insistait. Dans le monde du spectacle, on apprend vite à respecter les silences des artistes. Mais aujourd'hui, elle le dit elle-même. Ces silences étaient souvent des appels à l'aide qu'elle n'osait pas formuler. À mesure que son histoire se diffuse, d'autres voix commencent à émerger. Des anonymes écrivent pour lui raconter des expériences similaires. Certaines parlent de relations où elles se sont senties peu à peu diminuées. D'autres évoquent la difficulté de quitter quelqu'un que l'on aime encore, même lorsque l'on sait que la relation nous détruit. Isabelle lit beaucoup de ces messages, parfois tard dans la nuit. Elle y découvre des histoires bouleversantes, mais aussi une force collective inattendue. Une solidarité discrète entre femmes qui se reconnaissent dans un parcours similaire. Un soir, lors d'une conversation avec des amis proches à Montréal, quelqu'un lui demande si elle regrette ses 9 années. La question la surprend. Elle réfléchit longtemps avant de répondre. Finalement, elle dit quelque chose qui restera gravé dans la mémoire de ceux qui étaient présents. Ces années ne disparaîtront jamais, mais elles ne la définissent plus. Car ce qu'elle découvre progressivement, c'est que la reconstruction n'est pas un événement spectaculaire. Ce n'est pas un moment précis où tout redevient soudainement simple. C'est un processus lent, fait de petits gestes quotidiens. Apprendre à prendre une décision sans demander l'avis de quelqu'un d'autre. Retrouver le plaisir d'une conversation spontanée. Rire sans se demander si ce rire sera mal interprété. Et surtout, retrouver cette sensation presque oubliée, celle d'avoir le droit d'exister pleinement. Dans sa maison au Québec, Isabelle redécouvre des habitudes simples. Elle cuisine pour son fils. Elle lit tard le soir. Elle écoute de vieux vinyles. Parfois, elle ressort les chansons qui l'ont accompagnée lorsqu'elle était adolescente, celles de Charles Aznavour ou de Édith Piaf. Et elle se rend compte que ces artistes parlaient déjà de la même chose. La fragilité humaine, la capacité de tomber et de se relever. Cette prise de conscience influence profondément sa manière de monter sur scène lorsqu'elle reprend les concerts. Le public remarque immédiatement quelque chose de différent. Sa présence est plus calme, plus directe. Elle parle davantage entre les chansons. Parfois, elle partage une anecdote. Parfois, elle laisse simplement un silence s'installer avant de chanter. Et ces silences, autrefois lourds, deviennent désormais des respirations. Certains spectateurs racontent qu'il y a dans sa voix une émotion nouvelle, difficile à décrire. Ce n'est pas seulement la beauté du timbre qui les touche, c'est la sensation d'entendre quelqu'un qui a traversé une tempête intérieure et qui chante désormais depuis un endroit beaucoup plus profond. Peu à peu, l'image publique d'Isabelle Boulay évolue. Elle n'est plus seulement la chanteuse à la voix chaleureuse que la France et le Québec ont tant aimée. Elle devient aussi le symbole discret d'une femme qui a choisi de reprendre sa vie en main. Mais derrière cette transformation visible, le travail intérieur continue. Certaines nuits restent difficiles. Les souvenirs reviennent parfois sans prévenir. Il lui arrive encore de douter, de se demander comment elle a pu rester si longtemps sans voir l'évidence.
Et puis, il y a ces moments inattendus où la paix revient d'un coup. Un matin lumineux sur le fleuve, un rire partagé avec son fils, une mélodie qui surgit presque par hasard. Peu à peu, cette nouvelle étape de la vie de Isabelle Boulay s'installe dans un rythme différent, presque inattendu pour une artiste habituée aux tournées, aux plateaux télé et aux projecteurs. Le silence qui entoure désormais ses journées n'est plus un vide menaçant. Il devient une matière, un espace où les pensées peuvent se déposer sans être immédiatement transformées en spectacle ou en performance. Au début, ce changement la déstabilise. Pendant des années, chaque journée était organisée autour d'horaires précis. Répétitions, interviews, déplacements, concerts. Tout allait vite, très vite. Et dans cette vitesse permanente, certaines questions restaient en suspens, repoussées à plus tard. Maintenant que le rythme ralentit, ces questions reviennent naturellement. Que signifie vraiment être libre après avoir passé autant de temps à s'adapter? Que reste-t-il de soi lorsque l'on cesse de jouer le rôle que les autres attendaient? Ces interrogations traversent ces nouvelles chansons. Mais cette fois, elles ne sont pas dissimulées derrière de grandes orchestrations. Elles apparaissent presque à nu, dans des textes plus dépouillés, plus directs. Plusieurs musiciens qui travaillent avec elle racontent qu'en studio, Isabelle prend désormais plus de temps avant de valider une prise. Elle écoute attentivement chaque nuance de sa voix, comme si elle cherchait une vérité sonore qui lui avait échappé autrefois. Parfois, elle s'interrompt au milieu d'un enregistrement et demande simplement « Est-ce que vous sentez la respiration dans cette phrase ?» Cette attention à la respiration n'est pas anodine. Pour elle, le mot n'est plus seulement une métaphore. Respirer est devenu une expérience presque symbolique. Pendant longtemps, elle avait l'impression de retenir son souffle dans sa propre vie. Aujourd'hui, chaque note chantée est aussi une manière de reprendre cet espace intérieur. Ses proches remarquent également une autre transformation. Isabelle parle davantage. Pas forcément de son passé, mais de ce qu'elle ressent au présent. Elle échange plus facilement avec les gens qui l'entourent, qu'il s'agisse de musiciens, d'amis ou de journalistes. Comme si le fait d'avoir enfin exprimé une vérité longtemps contenue avait ouvert une porte. Dans certaines interviews récentes, on la voit sourire différemment. Pas ce sourire maîtrisé que l'on affiche face aux caméras, mais un sourire plus spontané, parfois même un peu maladroit. Un sourire qui semble dire « Je redécouvre ce que signifie être simplement moi ». Lorsqu'elle revient chanter en France, notamment à Paris, l'accueil du public est particulièrement chargé d'émotions. Les salles sont pleines, mais l'atmosphère est différente. On sent une écoute presque attentive, presque protectrice. Comme si les spectateurs savaient que l'artiste devant eux n'est plus tout à fait la même. Lors d'un concert, entre deux chansons, Isabelle marque une pause plus longue que d'habitude. Elle regarde la salle, puis dit doucement « Pendant longtemps, je croyais que chanter était ma manière de survivre. Aujourd'hui, je crois que c'est aussi ma manière de vivre. » La phrase est simple, mais elle provoque un silence profond dans la salle. Ce genre de moment, imprévisible, devient fréquent dans ces spectacles. Parfois, elle raconte un souvenir d'enfance en Gaspésie, ces paysages battus par le vent où elle a appris à chanter pour remplir l'espace. D'autres fois, elle évoque la manière dont certaines chansons prennent un sens nouveau avec le temps. Il lui arrive même de reprendre des titres qu'elle chantait il y a 20 ans, et de s'arrêter au milieu pour dire « À l'époque, je ne comprenais pas vraiment ces paroles. Aujourd'hui, je les entends différemment. » Cette maturité artistique touche profondément son public. Les critiques parlent d'une « seconde vie musicale ». Non pas un retour spectaculaire, mais une évolution plus intime, plus sincère. Dans sa maison au Québec, cette transformation se poursuit loin du bruit médiatique. Les journées y sont simples. Le matin, Isabelle se lève tôt. Elle ouvre les rideaux sur le paysage encore calme. L'hiver, la neige recouvre tout d'un silence presque irréel. L'été, la lumière se reflète sur l'eau avec une douceur particulière. Souvent, elle commence la journée par une promenade. Pas une marche sportive, non. Une marche lente, presque méditative. Elle observe les arbres, écoute le vent, respire profondément l'air froid. Ces moments ont quelque chose de réparateur, car pendant longtemps, la nature a été pour elle un refuge. Dans son enfance en Gaspésie, lorsqu'elle se sentait seule ou incomprise, elle partait marcher près du fleuve. Elle regardait l'horizon immense et imaginait un avenir ailleurs. Aujourd'hui, ce même horizon lui rappelle que certaines distances intérieures peuvent aussi être traversées. Parfois, elle emporte avec elle un petit carnet. Les idées de chansons surgissent souvent dans ces moments de solitude. Une phrase entendue la veille, une émotion difficile à nommer, une image de mer ou de lumière. Les paroles qu'elle écrit aujourd'hui parlent moins de passion dramatique que de transformation. On y trouve des mots comme souffle, chemin, horizon, silence. Des mots simples, mais chargés d'expérience.
Un soir, alors qu'elle travaille sur une nouvelle mélodie, son fils passe dans la pièce et s'arrête pour l'écouter. Isabelle lève les yeux et sourit. Ce genre de moment lui rappelle pourquoi elle a voulu changer de vie. Pas pour devenir un symbole public, pas pour écrire un nouveau chapitre médiatique, mais pour retrouver ces instants ordinaires qui donnent un sens profond au temps. Elle confie d'ailleurs souvent à ses amis que la maternité a joué un rôle essentiel dans sa prise de conscience. Voir son fils grandir lui a fait comprendre qu'elle ne pouvait plus continuer à vivre dans un état de tension permanente. Elle voulait lui montrer autre chose, une femme capable de se relever, de choisir sa propre voie. Cette réflexion apparaît aussi dans certaines de ses interviews récentes. Lorsqu'on lui demande ce qu'elle espère transmettre désormais, elle répond que la liberté n'est pas un concept abstrait. C'est une série de décisions quotidiennes. Décider de parler quand quelque chose nous blesse. Décider de ne plus accepter certaines situations. Décider de croire que l'on mérite un espace où respirer. Ces mots résonnent particulièrement auprès de nombreuses personnes qui suivent son parcours depuis longtemps. Car ce qu'Isabelle Boulay raconte dépasse largement le cadre d'une histoire personnelle ou d'une séparation médiatisée. Elle met en lumière un phénomène beaucoup plus vaste. La manière dont certaines relations peuvent progressivement réduire l'espace intérieur d'une personne. Dans les coulisses de ses concerts, il lui arrive désormais de rencontrer des femmes qui viennent lui parler après le spectacle. Certaines racontent qu'elles ont quitté une relation difficile. D'autres disent simplement que son témoignage leur a donné le courage de réfléchir à leur propre situation. Isabelle écoute ces histoires avec attention. Elle ne se présente jamais comme un modèle. Elle rappelle souvent que chaque parcours est unique. Mais elle comprend que sa parole a ouvert une conversation nécessaire. Et cette conversation continue de se développer, bien au-delà des scènes où elle chante. Dans les studios de radio, dans les articles de presse, dans les discussions entre amis, son témoignage devient un point de départ pour parler de sujets longtemps restés dans l'ombre. La pression dans les couples publics, la difficulté de reconnaître certaines formes d'emprise émotionnelle, ou encore la manière dont la société perçoit les femmes fortes lorsqu'elles admettent leur vulnérabilité. Isabelle, elle, avance avec prudence au milieu de cette nouvelle visibilité. Elle ne cherche pas à contrôler l'interprétation de son histoire. Elle se concentre plutôt sur ce qui l'attend maintenant. La musique, bien sûr, mais aussi cette reconstruction intime qui se poursuit jour après jour, dans les gestes les plus simples, dans les silences apaisés, dans les rencontres qui ne demandent plus aucun masque.